Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Petite contribution à l'histoire de la télévision. Questions contemporaines. Collection dirigée par B. Péquignot et Desroland. Chômage, exclusion, globalisation. Jamais les questions contemporaines n'ont été aussi nombreuses et aussi complexes à appréhender. Le pari de la collection Questions contemporaines est d'offrir un espace de réflexion et de débat à tous ceux, chercheurs, militants ou praticiens, qui osent penser autrement, exprimer des idées neuves et ouvrir de nouvelles pistes à la réflexion collective. Derniers ouvrages parus. Jean-Jacques Ledos, Petite contribution à l'histoire de la radio, 2012. Julien Denieuil, Concentration éditoriale et bibliodiversité, 2011. Roland Guillon, La Méditerranée à l'épreuve de la globalisation, 2012. Esther Resta, La société patriarcale face à la résistance des femmes, 2012. Esther Resta, Du matriarcat au patriarcat, 2012. Saïd Kaoutani, Le devenir du métier d'ingénieur, 2012. Bernard Gourmelin, Handicap, projet et réinsertion. Analyse des processus identitaires pour les travailleurs handicapés, 2012. Éric Sartori, Le socialisme d'Auguste, 2012. Jean-Christophe Torres, Du narcissisme. Individualisme et amour de soi à l'ère postmoderne, 2012. Yvon Olivier, La désunion française. Essai sur l'altérité au sein de la République, 2012. Joachim Marcustiff, La société sous-informée, 2012. Jean-Jacques Ledos. Petite contribution à l'histoire de la télévision. Travaux publiés. Nombreux articles d'histoire de la radiodiffusion et de la télévision dans divers journaux ou revues. Cahier d'histoire de la radiodiffusion, Bulletin du Comité d'histoire de la télévision, Culture technique, France Télécom, Gavroche, Historia, Le Monde, Les temps modernes, etc. L'âge d'or de la télévision, 1945 à 1975, L'Harmattan, 2007. En collaboration avec Jean-Pierre Gézéquel et Pierre Régnier. Le gâchis audiovisuel, Édition ouvrière, 1986. En participation. La grande aventure du petit écran, Musée d'histoire contemporaine BDIC, 1997. De Radiola aux médias. Enquête sur les sièges de l'info, édition du Pavillon de l'Arsenal, 1994. Copyright L'Harmattan 2012. 5 à 7 rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978-2-296-96-994-0. EAN 9 782 296 969 940. L'imaginaire et la communication, à distance. Le désir de savoir ce qui se passe ailleurs, c'est-à-dire de voir et d'entendre à distance, hors de portée de la vue et de l'oreille, est sans doute aussi ancien que la pensée imaginante. On peut parler de fantasme lorsque la réalisation du désir apparaît impossible hic et nunc, à moins qu'on ne lui apporte la satisfaction virtuelle que permet l'imaginaire dans la création ou l'invention. Il ne peut s'agir que d'illusions lorsque d'habiles manipulateurs abusent la crédulité d'une collectivité, à laquelle ils ont le projet d'imposer leur pouvoir. C'est le rôle que se fixent les religions, les mythes, la magie ou plus prosaïquement la création artistique ou certains marchands. Faire accepter l'illusion constitue la mission des mages, des ministres des religions et des monarques qui imposent à des esprits crédules la croyance ou la foi. L'irrationnel que constitue une vérité présentée comme « révélée » apparaît vraisemblable à des esprits crédules qui ne se soucient pas de rechercher la vérité. La persuasion, entretenue par des vérités dogmatiques autant qu'invérifiables comme le sont les mythes, les légendes ou les textes dont la source est inconnue, devient l'expression d'une tradition initiatique. L'historien allemand Oswald Spengler soutenait que l'Antiquité n'avait pas entretenu la mémoire du passé. Il mettait en doute la véracité des historiens grecs et latins, dont l'imagination aurait pu suppléer l'absence de sources fiables.
Une caractéristique du mot histoire au sens antique est la très forte influence exercée par la littérature romanesque alexandrine sur les thèmes de l'histoire proprement politique et religieuse. On ne songeait nullement à une discrimination de principe entre la matière des documents et leur datin. La tradition, ou la manipulation, pouvait ainsi attribuer aux puissants des pouvoirs extraordinaires, comme la possibilité de voir et d'entendre à distance. L'histoire, grande ou petite, se nourrit ainsi de légendes développées à partir de la vie des héros, telle celle qui a assuré la gloire d'Alexandre de Macédoine dans une tradition littéraire connue comme roman d'Alexandre. Le jeune roi, mécontent de l'éloge qu'il avait commandé à un certain Callisthène, aurait détruit l'œuvre et fait assassiner l'auteur. La légende a toutefois été reprise et entretenue plus tard au point de constituer une tradition, voire de créer un genre littéraire. On a établi comme source la plus ancienne, au IIIe siècle de notre ère, un texte connu comme roman d'Alexandre, attribué à un auteur désigné comme Pseudo-Callisthène 6 siècles après la fin de l'épopée alexandrine II. Cette biographie dont l'historicité n'est pas établie, est devenue au Moyen Âge une tradition littéraire éponyme qui a peut-être été par ailleurs également influencée par des auteurs orientaux comme Mahoudi, mort vers 957, auteur des Prairies d'or dont on connaît des traductions en langue thaï et mongole, ou Ferdowsi, auteur du SH à accent circonflexe H Nameh, le livre des rois, ou encore un siècle plus tard, Nizami, Iskender Nameh, le livre d'Iskender, c'est-à-dire d'Alexandre. Une première compilation en langue romane, Les romans d'Alexandre, apparaît en Occident à la fin du XIIe siècle. Au cours du Moyen Âge, le roman d'Alexandre a été, jusqu'aux croisades, la source d'inspiration de fiction, non dépourvue d'arrière-pensée manipulatrice. C'est en particulier la fonction d'une prétendue lettre du prêtre Jean, soi-disant prêtre nestorien et monarque, qui aurait établi un royaume chrétien en Mongolie III. Plus pertinent est l'imaginaire des penseurs, qu'on désigne comme philosophes plutôt que comme scientifiques. C'est le cas, en particulier des philosophes présocratiques qui ont eu le projet d'expliquer le monde offert à leur sens. Si la théorie des 4 éléments proposée par Empédocle appartient au domaine de la poésie, l'intuition de l'atome par Anaxagore, Démocrite, Platon, dans le Timée ou le Cype sera reconnue et précisée. Des stoïciens aux néo-platoniciens, la propagation de la lumière est parfois présentée comme une émanation de l'âme 4. L'hypothèse de la lumière constituée de grains procède encore, au Moyen Âge, des hypothèses de la philosophie antique. L'illusion entretenue par la magie des miroirs, qui aurait permis de voir à distance, a été relevée par certains historiens de la Chine ancienne. Plus récemment, au XVIIIe siècle de notre calendrier, le miroir est offert entre amants séparés dans une légende coréenne, histoire de Chungyang. L'illusion s'entretient selon une tradition selon laquelle l'occultisme partage ses fausses certitudes entre initiés. La dénonciation de l'illusion s'affirme chez des auteurs à l'esprit libre, en rupture avec l'ordre établi. On la trouve par exemple, au IIe siècle de notre ère, chez l'un des premiers auteurs du genre romanesque, Lucien de Samosate. Dans l'introduction de son Histoire véritable, il se moque des auteurs qui imposent leur imaginaire comme vérité. Il décide d'écrire une fiction, dont les épisodes sont largement empruntés à la tradition des merveilles et enrichis d'un thème nouveau mais appelé à un succès durable, le voyage extraterrestre. C'est alors une utopie qui introduit le genre fantastique. Le genre qui deviendra le roman, aura une carrière durable jusqu'à nos jours mais l'imaginaire s'adaptera au progrès des sciences et techniques. Au XVIIIe siècle, un auteur méconnu, le Normand Tiphaine de la Roche reprendra les thèmes exploités par Lucien dont il a peut-être lu l'Histoire véritable de Lucien. Au cours du siècle suivant, les découvertes élargissent le champ des connaissances. Les auteurs curieux s'en emparent. Leur imaginaire en développe les applications possibles. On parlera alors de romans d'anticipation qui décrivent un avenir souhaitable ou redouté, avec l'intention de distraire, de faire rêver ou d'inquiéter. Leur mission n'est pas de proposer des solutions pratiques mais d'en indiquer l'attente, sinon la voie, à une autre forme d'imagination, scientifique, celle-là. La description des moyens modernes de communication apparaît au XIXe siècle, grâce en particulier à la découverte des possibilités de production et d'usage de l'électricité que d'autres ne tarderont pas à proposer pour la transmission de messages. On passe ainsi de l'utopie à la science-fiction qu'inspire la démarche heuristique des scientifiques.
Les jalons qu'il pose stimulent une mémoire du futur, développée par extrapolation à partir des événements d'actualité qui établissent des relations causales et permettent d'organiser le comportement en termes d'anticipation et de prévision. 5. Désormais, la culture technique guidera l'imaginaire littéraire désigné à juste titre comme science-fiction. André Breton établissait une différence entre le merveilleux et le fantastique. Le merveilleux, nul n'est parvenu à le définir par opposition au fantastique qui tend hélas, de plus en plus à le supplanter auprès de nos contemporains. C'est que le fantastique est presque toujours de l'ordre de la fiction sans conséquence, alors que le merveilleux lui à l'extrême pointe du mouvement vital et l'affectivité tout entière. 6. L'utopie comme expression d'une attente. L'imaginaire humain ne connaît pas de limites. Les audaces de l'invention, les excès de l'extrapolation voire la précision de l'anticipation sont souvent une indication de direction pour la recherche scientifique et ses applications. L'anticipation extrapole des solutions que lui inspirent les avancées de la science. Elle est apparue dans la littérature qu'on dit de nos jours, de science-fiction, sans référence à une réalisation technique possible. La crédulité est seulement celle des lecteurs. Elle est entretenue par la part de rêve dont elle est porteuse. La prospective apparaît lorsque l'imaginaire devient inventivité, comme stimulation de la recherche d'une application nécessaire et possible. Les voyages extraterrestres, qui constituent l'un des grands succès de la science-fiction, ont été décrits comme utopie plutôt que pressentis par les premiers auteurs dès la fin de l'Antiquité classique. L'utopie désigne des sites ou des situations inaccessibles mais aussi le meilleur souhaité qu'il faut atteindre ou réaliser, fût-ce au prix d'une longue attente. Si Jules Verne a anticipé de quelques années certaines réalités techniques, comme le voyage vers la Lune ou la croisière en sous-marin, l'imagination d'un Herbert George Wells décrivant l'homme invisible ou la machine à remonter le temps qui n'a pas encore quitté le domaine de la fiction. Il est arrivé que des scientifiques détendent leur esprit logique dans ce domaine. L'astronome Camille Flammarion a publié plusieurs ouvrages d'anticipation. Plus près de nous, l'ingénieur Arthur C. Clarke a décrit, d'après les hypothèses du précédent, la fonction de réémetteur d'ondes que pourraient assurer des satellites stabilisés sur une orbite extraterrestre. En revanche, des chercheurs fondamentaux comme Heinrich Hertz ou Branly n'ont pas deviné l'usage que l'avenir ferait des ondes dont ils avaient démontré l'existence et les propriétés. Penser l'impossible, c'est déjà le faire exister. Marc Soriano résumait ainsi la problématique du rêve à réaliser. La fonction de l'imaginaire nous aide à concevoir l'homme comme projet, comme un être en mouvement dans un espace différent de celui qu'il occupe et dans un temps qui n'est pas encore. Elle est toujours une synthèse entre des aspirations fondamentales, relativement constantes de l'humanité, aspirations qui toutefois, pour se réaliser, mettent en œuvre des techniques qui, elles, dépendent du niveau scientifique et culturel d'une société donnée et évidemment aussi de ses curiosités et de ses croyances. 7. L'imaginaire des poètes ou des romanciers n'avait le plus souvent que l'ambition de faire rêver des lecteurs. Avec les moyens de la littérature, il a prolongé le merveilleux jusqu'à l'utopie chargée de porter les espérances d'un monde meilleur. Faute des moyens techniques d'en hâter l'avènement, la magie a proposé pendant de nombreux siècles sa réponse illusoire aux esprits crédules. Le souci de pouvoir est habituellement présent chez les détenteurs du savoir, avéré ou supposé. L'ésotérisme, savoir invérifiable, se propose de donner à des initiés crédules la connaissance, la puissance et la jouissance. 8. Au-delà de la tradition ésotérique, la recherche et la méthodologie rationnelle ont établi les vérités de la science et développé les techniques, dont les 2 derniers siècles ont montré la difficulté d'en évaluer les limites du progrès. L'utopie projette les désirs ou les fantasmes en direction d'un lieu idéal, utopo, entendu non sans imprudence comme un non-lieu, utopo. L'histoire réalise en effet les rêves auxquels les utopistes croyaient peu sans doute, telle la possibilité de se libérer de la pesanteur terrestre que l'aviation a réalisée et de son attraction, les vols extraterrestres, ou bien la communication à distance sans lien matériel neuf. L'utopie n'est pas seulement la gourmandise du rêve. 10. Elle constitue peut-être le capital génétique de l'histoire. Le besoin de voir et entendre à distance, d'échapper à la pesanteur et à la gravitation ont stimulé l'imaginaire des poètes et des scientifiques,
et parfois celui des ambitieux toujours attentifs à conquérir de nouveaux moyens de pouvoir, fût-ce par l'illusion. L'utopie de la vision et de l'écoute à distance. Si la destruction des flottes romaines par embrasement au moyen de miroirs concaves est exacte, Archimède a détourné avec succès une force naturelle du Soleil, la chaleur. Peut-être a-t-il aussi pu voir dans la surface concave polie une image inversée et agrandie mais nette de la flotte qui s'approchait des côtes? Cette hypothèse rend crédibles les descriptions d'un tel moyen d'observation installé au sommet du phare d'Alexandrie. Par sa propriété de reproduire instantanément l'image des objets, le miroir est une sorte d'interface entre le réel et le rêve. Le franchir comme l'Alice de Lewis Carroll, c'est entrer dans un monde différent. La succession des réflexions sur plusieurs miroirs assure la distanciation qui sépare la réalité de l'extraordinaire bientôt élevée au rang de mystère. Dans la tradition ésotérique, cette gestion d'un surnaturel fabriqué est reconnue aux initiés ou mages qui maîtrisent l'art de l'illusion. La divination disposait d'outils et de méthodes. Le miroir, dont on a expliqué le truc, a ainsi acquis la valeur d'un instrument de pouvoir. La relation métaphorique avec la télévision est ici perceptible. Par la catoptromancie, les mages faisaient croire qu'ils pouvaient voir à distance les situations et les actions en consultant des miroirs dits magiques. Il est difficile de préciser l'origine de ces affirmations, tant les sources sont dispersées dans le temps et dans l'espace géographique. Il est certain que la manipulation d'esprits peu instruits a fonctionné pendant de nombreux siècles. L'influence de la rhétorique est ici essentielle, lorsqu'il s'agit de s'adresser à des illettrés dans un discours dont la forme scandée du vers avait une vertu incantatoire. À force d'entretenir l'utopie, on réussit à la rendre vraisemblable. Affaire de patience et de siècles. De l'Antiquité jusqu'au milieu du XIXe siècle, l'expression du fantasme de la vision à distance est dépourvue de base scientifique. Plus modeste, l'ambition des œuvres d'anticipation étant le champ du possible. Il arrive toutefois que la légende annonce innocemment l'avenir. Dans une lointaine antiquité, la divination tentait déjà de satisfaire le désir de voir ailleurs dans l'espace et dans le temps. L'opérateur disposait de divers artifices ou trucs. Ainsi, la lécanomancie offrait-elle au mage le miroir naturel que constitue un bassin rempli d'eau. Au IIIe siècle de notre ère, le pseudo-Callisthène, néobiographe d'Alexandre de Macédoine, décrivait ainsi certaines pratiques d'un roi d'Égypte et mage. Nectanebo était devenu, grâce à ses pouvoirs magiques, un maître absolu. Avec ses formules, il s'était soumis tous les éléments de l'univers. Qu'on en juge, quand une guerre soudain menaçait, il se retirait sans son palais, prenait un bassin de bronze et le remplissait d'eau de pluie. En une autre circonstance, il installa le bassin au milieu de la pièce, il le remplit d'eau, et là, regardant le bassin, il vit que les dieux égyptiens guidaient les bateaux de ses ennemis, les barbares. Il en conclut que le roi d'Égypte, lui-même, était désormais trahi par les dieux 11. L'historien grec du IIe siècle de notre ère, Pausanias, parle d'un miroir suspendu par une ficelle au-dessus d'un bassin 12. Il ne s'agissait plus de prophétiser, mais de montrer une pseudo-réalité. Marcellin Berthelot a dressé un répertoire de ces divers trucs qu'il appelle prestige, ou prodige, et dont la maîtrise supposée enrichissait l'image des souverains et des ministres religieux. Il évoque ainsi les dispositifs optiques décrits au IIe siècle avant J.C. par Héron d'Alexandrie. Un miroir placé au fond d'un temple et dans l'ombre, invisible des spectateurs, fait apparaître l'image de personnes et de peintures, dérobées par un écran mais vivement éclairées. En donnant au miroir une inclinaison convenable, il peut être placé en face des spectateurs sans être aperçu. En ces temps lointains déjà, l'imagination frappée des spectateurs crédules concourait assurément à former leurs convictions. Le religieux dominicain André J. Festugière, historien de l'hermétisme, cite la relation d'un médecin grec, Thessalos, invité à contempler après une mise en condition de 3 jours un dieu, vraisemblablement Asclépios, l'esculape grec, dans un miroir dont la nature n'est pas précisée. Selon le commentateur, les hallucinogènes expliquent peut-être le succès de l'illusion visuelle produite par un système de réflexion sur des miroirs successifs, cependant qu'un ventriloque assurait la partie sonore du spectacle 13. Les miroirs magiques appartiennent à l'arsenal de la magie qui ne semble pas avoir connu de frontières. En Chine, au IVe siècle de notre ère,
Le Pao Putse en recommande l'usage pour démasquer les malveillants. 14. L'utilisation du miroir par les auteurs de fiction et les fabricants d'illusions est ancienne. On crédite Pythagore, personnage au demeurant mythique, d'actions merveilleuses rapportées sinon reproduites par une tradition durable. La légende a été entretenue au IIIe siècle de notre ère par les biographies de Jamblique et de Porphyre, disciple du philosophe néo-platonicien Plotin, mais la lecture du pythagorisme, qui a peut-être encouragé certaines pratiques peu compatibles avec la méthode que suggérait le rationalisme aristotélicien, ne semble pas avoir connu de pause. 15. Balthus-Haïti reproduit un protocole prévu par Paracelse. 1. 15 minutes de fixation par la pensée et par la parole. 2. Apparition d'une brume voilant d'abord le miroir, se dissipant ensuite, en faisant place à un point bleu. 3. Élargissement du point bleu, suivi d'apparition au centre d'un autre point lumineux qui en s'élargissant à son tour fait apparaître des figures et des formes, des mots écrits ou des tableaux allégoriques, des prophètes, des anges et des génies. 16. La télévision, dont la passivité assidue devant le petit écran assure les bons volumes d'audience, renouvelle l'illusion qu'entretient l'accoutumance. Les effets spéciaux ajoutés à la maîtrise des contenus sont devenus un élément indispensable de la mise en forme des programmes. Elle établit avec les porteurs de messages une relation de confiance qui dispense de toute vérification. Les charlatans ne manquent pas d'en tirer parti. Nos publicitaires ne sauraient dénoncer le savant positiviste Marcellin Berthelot, soulignait dans les stratagèmes antiques la force des messages répétés qui instituent une pseudo-vérité. Il ne s'agit pas ici de pure fable, née de l'imagination populaire, mais de cérémonies rituelles, que le peuple a transformées en légendes pseudo-historiques. 17. Au XVIe siècle, Heinrich von Nettesheim, plus connu sous le nom de Cornelius Agrippa, s'efforce d'établir une relation entre la tradition pythagoricienne et les pratiques kabbalistiques dans son ouvrage La philosophie occulte, de Occulta Philosophia, 1510 à 1531. Rabelais cite cet auteur dans le tiers-livre 18. Épistemon, consulté par Panurge, soucieux de connaître l'avenir de son mariage, le conduit vers cet expert qui donne ce conseil. Par catoptromancie, moyennant laquelle Didus Julianus, empereur de Rome, prévoit tout ce qui lui dévoit advenir. Il ne te faudra point de lunettes. Tu la verras en un miroir brise-goûtant aussi apertement que si je te le monstroie en la fontaine du temple de Minerve, près de Patras. 19. Gabriel Naudet, 1600-1653, a recueilli la légende selon laquelle le philosophe écrivait avec du sang ce que bon lui semblait, et qu'opposant ses lettres à la face de la lune quand elle était pleine, il voyait dans le rond de cet astre tout ce qu'il avait écrit dans la glace de son miroir vain. C'est ainsi que l'a reproduit Pierre Bell dans le dictionnaire, 1695 à 1697, à l'article Pythagora. La médiocrité des lunettes astronomiques, à cette époque éloignée, relègue l'affirmation dans le champ des hypothèses sinon des fictions. Cornelius Agrippa rapporte toutefois une observation qui suggère l'usage d'un miroir concave. Certains miroirs rendent les figures renversées les pieds contre mont, et d'une seule chose en représentent plusieurs. Il s'en trouve aussi qui montrent à droite les parties dextres, à gauche les senestres, au contraire de ce que font communément tous miroirs. 21. L'anticipation de la transmission d'un point à l'autre de la Terre par l'intermédiaire d'un satellite miroir s'impose. Près d'un siècle plus tard, France Illustration numéro 366 du 18 octobre 1952, suggérant l'emploi des astres comme relais pour les transmissions à grande distance, évoque une liaison sur 418 mégacycles entre Cedar Rapids, Iowa et Sterling, Virginie, sur une distance de 1500 km, avec une puissance de 20 kW en employant la Lune comme relais. On peut toutefois s'étonner qu'aucun auteur d'anticipation n'ait évalué, au-delà d'un merveilleux technique, l'étendue du pouvoir de celui qui pourrait imposer son image et son verbe à tous, ou presque, en un instant. Il serait imprudent de chercher dans les fictions ou dans les entreprises des manipulateurs une référence à des techniques, à des procédés ou à des systèmes qui n'existent pas. Le recours à quelques trucs pourra au mieux donner à des esprits crédules l'illusion qui trompe l'attente, mais seuls les progrès des sciences et des techniques préciseront les besoins et leur réelle satisfaction. La connaissance, acquise dès l'Antiquité, des outils théoriques et pratiques qui permettent d'entretenir l'illusion, a été retrouvée et transmise au monde moderne par la science arabe. Autour de l'an 1000 par exemple,
le Kérot Alazon, Ibn al-Haytham, reproduit certaines constructions optiques de Héron d'Alexandrie, 1er siècle avant Jésus-Christ. Le thème du merveilleux n'assurait pas alors ce que nous appelons un succès de librairie, mais il entretenait certainement la révérence envers les puissants et les pseudo-savants, habiles praticiens ou cyniques illusionnistes. En somme, ce que font aujourd'hui les techniciens d'effets spéciaux à la télévision ou avec d'autres moyens et d'autres intentions, les gourous des sectes. L'illusion doit toutefois paraître crédible. Le miroir plan donne de la réalité une image sans déformation. Le rêve, entretenu par la démarche de création, s'efforce au contraire d'en repousser les limites pour voir au-delà ou du moins différemment. Léonard de Vinci s'est intéressé au jeu de miroir qui multiplie les reflets jusqu'à brouiller le modèle. Aujourd'hui, les trucages électroniques assurent cette multiplication infinie de l'image. À l'âge baroque, les peintres maniéristes ont représenté les reflets transmis par des miroirs convexes qui élargissent le champ de vision et introduisent la dimension onirique à exploiter, en littérature, Lewis Carroll 22. Aujourd'hui, ce sont les objectifs à courte focale qui produisent cette transformation-déformation. À la fin du XVIIIe siècle, un certain Robertson, qu'on désignerait aujourd'hui comme entrepreneur de spectacle, proposait aux Parisiens des séances de fantasmagorie, au cours desquelles des projections servaient de subterfuge à un illusionnisme qui se réclamait des pseudo-doctrines initiatiques. L'utilisation de quelques trucs optiques assurait la mise en scène des mystères renouvelés d'Éleusis ou des ministres de Cybèle 23. Le bluff, puisqu'il s'agit le plus souvent d'abuser de la crédulité d'autrui, est un moyen de persuasion ancien et durable. Se doter de pouvoirs extraordinaires, quelque illusoire qu'il soit, c'est s'accorder un supplément de charisme et l'homme de pouvoir s'estime toujours déficitaire dans ce domaine. À la fin du IIe siècle, l'empereur de transition Didius Julianus passait pour recourir à la catoptromancie qui lui aurait annoncé, en particulier, son assassinat par ses soldats 24. Un esprit incrédule, instruit des mœurs de l'époque sinon des subtilités de l'interprétation statistique, ne manquerait toutefois pas de remarquer que la probabilité d'une telle fin dans un environnement hostile favorisait la prédiction. 11 siècles plus tard, certains auteurs ont attribué au personnage mythique désigné sous le nom peut-être générique de prêtre Jean, la faculté d'observer dans un miroir et d'ordonner à distance l'action de ses troupes 25. Faute de précision, cette allusion est à classer dans la catégorie des légendes. Elle a toutefois été entretenue par une lettre du prêtre Jean, publiée et traduite en diverses langues au XIIe siècle. Elle suggérait à l'époque des croisades qu'on recherche la participation de ces armées pour prendre les Sarrasins à revers. Une opération de manipulation aux fins de propagande, en quelque sorte. La supercherie a été dévoilée 100 ans plus tard, après l'échec de 2 missions diplomatiques dépêchées par le roi Louis IX, Saint-Louis. L'auteur de la lettre, dévoilée, aurait été un chanoine de Mayence. Dans les nombreuses copies mises en circulation, on retrouvait une référence aux merveilles parmi lesquelles le miroir magique, recueilli dans la tradition alexandrine 26. Le miroir apparaît de nouveau, après plus de vraisemblance scientifique chez Roger Bacon qui prête le stratagème à César. Depuis le rivage de la Gaule, il surprit à l'aide de grands miroirs la disposition et la situation des camps et des villes de la petite, aujourd'hui la grande, Bretagne 27. L'abrégé des merveilles évoque divers observatoires, équipés de miroirs qui auraient permis à de nombreux souverains orientaux de voir à distance et peut-être, selon le chroniqueur, d'incendier les navires. Un alchimiste qui vivait à Alexandrie, au IVe siècle de notre ère, Zosime de Panapolis, rapporte qu'un tel dispositif avait été installé au sommet du célèbre phare de cette ville égyptienne hellénisée. Devant le bâtiment royal se trouve une place où se déroulent les duels judiciaires, et s'élève un miroir situé à grande hauteur et auquel on accède par 120 marches de pierres précieuses. Le miroir lui-même est juché au sommet d'une architecture extraordinaire comprenant successivement, de bas en haut, une colonne et une base, puis sur cette dernière 2 colonnes portant un nouveau support. À mesure qu'on monte, on passe à 4, 8, 16, 32, 64 colonnes, puis le nombre des colonnes va à nouveau en décroissant. Ce miroir permet de voir tout ce qui se passe pour et contre nous, dans le royaume et provinces adjacentes. Il est gardé par 12 000 soldats, de jour et de nuit 28. Faute de témoignages précis ou de constatation objective du phénomène, la légende l'amplifie.
On en trouve une illustration à la fin du XIIe siècle, dans la relation d'un voyageur espagnol, Benjamin de Tudela, qui rapporte des propos recueillis au cours d'un périple autour de la Méditerranée. On assure qu'Alexandre avait placé sur le haut de cette tour une sorte de miroir dans lequel on pouvait voir à la distance de plus de 500 lieues 4000 km, tous les vaisseaux de guerre qui venaient tant de la Grèce que de parties occidentales dans le dessein d'insulter l'Égypte 29. À la fin de la Renaissance, alors qu'une démarche méthodologique tente d'établir les bases d'une connaissance exacte, Giambattista della Porta s'intéresse à la réfraction et à la réflexion 30. Il perfectionne en particulier la camera oscura des peintres en mettant une lentille convergente à la place de l'étroit pertuis, sténopé, par lequel la lumière projette une image inversée. C'est l'origine de la chambre noire des photographes. Della Porta cherche aussi, dans l'usage des miroirs paraboliques, la possibilité de saisir des images lointaines. La chronique n'a pas établi qu'il y soit parvenu, mais cette démarche est une étape importante entre l'inconsistance des illusions et la méthode expérimentale naissante. L'imagination d'un esprit sceptique, si elle n'ébranle pas la crédulité populaire, peut installer le doute par le moyen de l'ironie. Au IIe siècle de notre ère, Lucien de Samosate dénonçait l'imposture des auteurs qui proclament l'authenticité des histoires qu'ils écrivent. Je fais métier de haïr la forfanterie, le charlatanisme, le mensonge, l'orgueil et toute l'engeance infectée de ces vices 31. Peut-être visait-il son contemporain Diogène Antoine, auteur d'un roman fantastique chose admirable au-delà de Thulé. Lucien de Samosate revendiquait pour l'écrivain, avec une ironie bien assurée que Pierre Grimal 32 comparait à celle de Voltaire, le droit au mensonge comme source de l'imaginaire. Il n'est donc pas nécessaire de le croire lorsqu'il raconte dans Histoire véritable avoir vu un très grand miroir, disposé au-dessus d'un puits qui n'est pas fort profond. Si quelqu'un descend dans ce puits, il entend tout ce qui se dit chez nous sur la terre, et si l'on regarde dans le miroir, on voit toutes les cités, toutes les nations, exactement comme si l'on était au milieu d'elles 33. Les lunaires en ont l'usage à condition de mettre leurs yeux, amovibles, qu'ils enlèvent à volonté et mettent de côté jusqu'à ce qu'ils aient besoin de voir. L'utilisation du thème du miroir ne semble pas avoir connu de solution de continuité. Dans les littératures médiévales, où l'influence du roman d'Alexandre apparaît, à partir du Xe siècle, il semble être porteur d'une super-réalité, ou plus simplement d'une réalité différente. Le miroir magique apparaît dans le roman de Troie, dans le roman de la Rose, entre autres. Dans les littératures orientales où le fantastique fait bon ménage avec l'épopée, les simulacres d'instruments optiques à fonction divinatoire trouvent aisément leur place. Ferdowsi, écrivain de la Perse islamisée, attribue à l'un des héros de son livre des rois, Shahnameh, l'usage d'une coupe dans laquelle apparaissent des situations et des personnages éloignés 34. Dans l'un des contes des Mille et une nuits, Histoire du prince Ahmed, l'un des personnages reçoit un tube d'ivoire grâce auquel il peut observer à distance les personnes de son choix. Les frères Grimm ont repris le thème dans un de leurs contes, Quatre frères malins. La pratique illusoire du miroir magique apparaît encore en Inde islamisée. L'époque de la Renaissance n'a pas failli à la tradition entretenue par certaines pratiques ésotériques. Les Médicis en auraient-ils été les porteurs ? On sait que les reines de France, issues de cette famille, Catherine et Marie, s'étaient entourées de mages et autres illusionnistes. Sur une gravure conservée au cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale de France, un magicien montre dans un miroir à Catherine de Médicis, veuve d'Henri II, mère de François II, de Charles IX et de Henri III, les futurs rois Henri IV, Louis XIII et Louis XIV poursuivis par 4 jésuites, porteurs de la couronne royale. Il s'agit peut-être d'une anticipation, au siècle suivant, à la manière de Nostradamus, familier de la cour. Au XVIe siècle, il n'y avait pas de potentat qui n'eût son miroir chargé de constellations puissantes. Au temps de François Ier, c'était un miroir magique qui remplaçait les merveilles du télégraphe électrique. Rien de plus commode en effet que cet engin de la vieille sorcellerie renouvelée de l'Antiquité. On écrivait sur un beau miroir magique, à Milan, ce que l'on voulait faire savoir à Paris. L'écrit se reflétait dans la lune, et on lisait à la surface de l'astre complaisant ce que prescrivait la politique, 35. 2 études ont décrit, au XIXe siècle, des miroirs dits magiques et les moyens de la tradition qui les ont entretenus. Ils sont de métal,
peut-être de cet alliage d'or et argent que Zosime l'alchimiste, désignait au IVe siècle par le mot électrum. La qualité de la surface était toutefois impropre à la réalisation du prodige. Il fallait en outre qu'y soient gravés légèrement des signes et des expressions kabbalistiques, assez distincts pour être vus 36. Sans doute, cet artifice supplémentaire n'était-il pas toujours satisfaisant. Dès l'Antiquité, on s'aperçut qu'en présentant cette surface miroitante à un enfant d'une imagination vive, qu'on exaltait par l'odeur de forts parfums, on frappait son esprit et que dans son trouble, il voyait ou plutôt croyait sincèrement voir au lieu du reflet de sa figure, au lieu de signes tracés sur la surface du miroir, tout ce qu'on lui demandait avec l'addition de circonstances étranges telles qu'une imagination vivement surexcitée peut sur les enfants. Au XIXe siècle, un alchimiste anglais, Eli Ashmole, livrait dans Theatrum Chimicum les secrets d'un tel miroir taillé dans un morceau de charbon poli en forme de disque. À l'aide de cette pierre magique, on peut voir toutes les personnes que l'on veut dans quelque partie du monde qu'elles puissent être, et fussent-elles cachées au fond des appartements les plus reculés, ou même aux entrailles de la Terre 37. On a pu lire que l'insaisissable comte de Saint-Germain se servait souvent pour ses apparitions, de ce fameux miroir magique qui fit en partie sa réputation 38. Le miroir porteur d'illusions servira longtemps d'instrument à la magie et les inquisiteurs ne manqueront pas d'en sanctionner la pratique. Les grands qui s'y adonnaient se situaient, heureusement pour eux, au-dessus des lois. Les conteurs tels Charles Perrault ou Madame le Prince de Beaumont qui dotaient de ce pouvoir certains de leurs personnages, étaient également exonérés du soupçon par la liberté de leur imagination 39. Au XVIIe siècle, un jésuite allemand, Athanasius Kircher, imagine une machine à métaphore qui désigne 3 artifices. Une machine à miroir, une machine capable de créer des images fantastiques dans une pièce obscure, une machine créatrice de transformation, métaphore ou métamorphose voire anamorphose. Dans Oedipius et Gypchacus, le jésuite allemand explique le merveilleux en révélant les trucs qu'utilisaient déjà les mages dans la haute antiquité. L'un des chapitres de son Armania Lucis et Umbrae s'intitule « Magie catoptrique » ou la représentation prodigieuse des choses au moyen des miroirs. Le père Kircher s'attache à démystifier les mystères, les phénomènes que les spectateurs croient surnaturels parce qu'ils en ignorent les causes et les mécanismes. Il ajoute ainsi à la panoplie des charlatans une collection de lanternes de projection dont le fonctionnement visible et l'effet à courte portée ne sont toutefois pas de nature à assurer le miracle de la vision à grande distance 40. On peut au moins deviner dans cette démarche une anticipation de l'action psychologique par l'image. Le même auteur aurait par ailleurs imaginé un système d'écoute à distance à l'usage des princes 41. On ignore si Tiphaine de la Roche, médecin normand et honnête homme du XVIIIe siècle, peut-être lecteur de Lucien, a pris connaissance de la tradition moyenne-orientale des voyages fantastiques travestis en voyages initiatiques, dont l'influence se poursuit en Occident jusqu'à la Renaissance. Son roman Gyfanti 1760 reprend le thème du voyageur qui cherche un monde meilleur sinon idéal, à l'occasion dans un dépaysement. Le héros, son double, échoue après une tempête sur une île environnée de déserts inaccessibles, son nom est Gyfanti. Il est bientôt initié aux mystères et merveilles du lieu. Le miroir y apparaît comme l'un des outils du fantastique mais l'imagination du narrateur, nourrie de culture classique, semble également informée des découvertes techniques récentes. Tu sais, dit à Tiphaine un des génies élémentaires, que les rayons de lumière réfléchis par divers corps font un tableau et peignent les corps sur toutes les surfaces polies, par exemple, sur la rétine de l'œil, sur l'eau, sur les miroirs. Les esprits élémentaires ont cherché le moyen de fixer ces images fugitives et ils ont à cet effet créé une matière subtile, assez visqueuse qui en un temps très bref sèche et durcit. Ils enduisent de cette substance une espèce de toile et la placent devant les objets qu'ils veulent reproduire. Le premier effet de cette toile est celui de miroir, mais à cause de sa couche visqueuse, la toile retient les simulacres, ce que ne peut faire un miroir 42. Voilà pour la reproduction des formes et des couleurs, mais les esprits élémentaires, pas si élémentaires que ça, disposent d'un système de télécommunication. Le préfet de Gyfanti me présenta un miroir. Tu ne peux que deviner les choses, me dit-il, mais avec ta baguette et cette glace, tu vas entendre et voir tout à la fois, rien ne t'échappera, tu seras présent à tout ce qui se passe. De distance en distance,
poursuivit l'esprit élémentaire, il se trouve dans l'atmosphère des portions d'air que les esprits ont tellement arrangées, qu'elles reçoivent les rayons réfléchis des différents endroits de la Terre, Esperluette les renvoie au miroir que tu as sous les yeux. De manière qu'en inclinant la glace en différents sens, on y voit différentes parties de la surface de la Terre. En moins d'un quart d'heure, je passais toute la Terre en revue. L'anticipation ne s'intéresse pas qu'aux merveilleux, qui ignorent la réalité. Tiphaine de la Roche esquisse une critique de la société et un discours de progrès. Le hasard voulut que la pointe de ma baguette tombât sur une assemblée, à Babylone où l'on parlait du bonheur. Chacun disait son avis, et je recueillis les voix. Il faut, disait-on, exciter l'industrie, encourager la culture des terres, multiplier les manufactures et faire fleurir le commerce, sans quoi tout le reste n'est rien sottise. Je l'ai dit plus d'une fois et je le répète. Si nous voulons être heureux, il faut simplifier nos mœurs, rétrécir le cercle de nos besoins, et dans la rusticité des champs se dérober aux vices qui suivent le luxe des villes. Je ne sais en quoi consiste le bonheur des peuples, mais je crois que le bonheur des particuliers consiste dans la santé du corps et la tranquillité de l'esprit. Hélas, le spectacle du monde n'est pas idyllique. L'observateur en retire un désenchantement qui flotte, il est vrai, dans l'air du temps, mais on peut y lire aussi l'anticipation. Je cherchais longtemps le bonheur. Esperluette ne le trouvait nulle part, pas même dans ces royaumes que nous appelons florissants. J'en aperçus seulement quelques traces dans les campagnes que l'éloignement mettait à couvert de la contagion des villes. En remettant en 1749 à l'Académie de Dijon son discours sur les sciences et les arts, Jean-Jacques Rousseau a déjà dénoncé les effets pervers de la civilisation. Plus terre à terre, le souci de visualiser la personne aimée, mais éloignée ou infidèle, est un fantasme que le miroir magique peut satisfaire à moins qu'il n'en révèle la trahison. Le Moine, un roman fantastique de l'auteur anglais Monk Lewis 1775 à 1818, en décrit l'usage. Mathilde tira de dessous son habit un miroir d'acier poli, dont les bords étaient ciselés de caractères rouges et mystérieux. Voici, dit-elle, quand votre froideur voit éloigner de ma présence, voici le talisman qui m'a préservé du désespoir. On y peut, par l'action de certaines paroles, évoquer la personne à qui l'on pense. Et elle lui mit le miroir dans la main. Il s'en saisit avec avidité, et le premier vœu qu'il formula fut d'y voir apparaître l'image d'Antonia. Mathilde prononça les paroles magiques. Aussitôt les caractères tracés sur les bords du miroir s'animèrent et commencèrent à tracer dans l'air des figures reconnaissables. La surface polie sembla fondre, et il se présenta aux yeux du moine un tourbillonnement de couleurs et d'images agitées de remous puissants. Puis les choses se disposèrent suivant leur perspective naturelle, et Ambrosio vit en miniature les traits mêmes d'Antonia. Elle se trouvait dans un petit cabinet attenant à la chambre où elle couchait. Elle se déshabillait pour se mettre au bain, et le moine eut pleine liberté de détailler les admirables proportions de ses membres. À la fin, le dernier vêtement qui la recouvrait encore tomba, et s'approchant du bain préparé pour elle, elle mit son pied dans l'eau, mais le froid la saisit et elle le retira. Quoiqu'elle ne se doutât pas qu'on l'observait, un sentiment naturel de pudeur la portait à voiler ses charmes et elle se tenait hésitante, au pied de la baignoire, dans l'attitude de la Vénus de Médicis 43. Le fantasme voyeuriste de la femme à sa toilette apparaîtra 100 ans plus tard au nombre des propriétés qu'Albert Robida prêtera à son anticipation de la vision à distance grâce au téléphonoscope 44. Le Faust de Goethe voit apparaître la femme de ses rêves dans un miroir magique, Zauberspiegel. Le fantastique exploité par les romantiques allemands inspire Charles Nodier et quelques-uns de ses contemporains. Les contes de Théophile Gautier, Onufrius ou Avatar, reprennent les recettes du roman noir à la Walpole. Le fantastique des situations appelle les apparitions dans un miroir. Si Walter Scott introduit la divination dans un poème intitulé The Lay of the Last Minstrel, le lait du dernier ménestrel, I 805, c'est pour rappeler l'environnement ésotérique d'un conte écossais du XVIe siècle. Le magicien conduisit le vaillant chevalier sous les voûtes d'une salle où régnaient de sombres ténèbres. La faible clarté d'un cierge béni brillait seul devant un grand miroir et découvrait les mystérieux instruments de l'art magique, l'almageste, une croix, un autel, des caractères kabbalistiques, des talismans, 45. Plus tard, en 1828, le même auteur reprendra le thème du miroir dans une nouvelle, My Aunt Margaret's Mirror, le miroir de ma tante Margaret. Dans L'ensorcelé de Barbé d'Aurevilly,
Le héros découvre son infortune conjugale dans un miroir que lui tend un berger, un peu sorcier. Sans doute l'écrivain normand a-t-il repris une légende entretenue à partir d'un fait divers qui courait autour du village de Bosse, près de Rouen dans les premières années du XIXe siècle 46. Alors que le scientisme exalte le progrès par la raison, la création littéraire ne s'aventure qu'avec précaution dans l'anticipation. En 1879, la revue L'Électricité rapporte encore qu'un commerçant londonien vend des miroirs magiques japonais que lui ont procuré 2 professeurs anglais chargés de cours à l'université de Tokyo, John J. Perry et William E. Ayrton. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.